Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre page YouTube. On a décidé de rééditer les dernières interviews qu'on avait faites via notre page Instagram et de les transférer sur notre chaîne YouTube dans le but de développer celle-ci. On va avoir plein de contenus dans les prochaines semaines qui vont s'ajouter tranquillement mais sûrement, comme on dit. On espère vraiment que vous allez apprécier la transition et le nouveau contenu. Je pense que ça va vraiment être intéressant de voir le nouveau matériel et les nouvelles interviews dans la nouvelle formule qu'on va avoir, probablement en streaming aussi. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ou redécouvrir l'interview qu'on a faite avec Yannick Morin il y a quelques semaines. Yannick Morin qui est un préparateur physique très renommé au Québec, un ancien Olympien avec une expérience d'entraînement incroyable. Donc, sans plus tarder, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute. Hey, what's up guys? Bienvenue à l'épisode 3. Bel épisode ce soir en perspective pour vous apprendre à connaître quelqu'un. Hey! Yann! What's up? Ah, Ça Marquis, là, va un peu. bien? Ben oui, toi, Alex, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Écoute, je Yes. pense que j'ai changé mon téléphone entre autres parce que la semaine dernière, j'avais des petits problèmes vocaux. Fait OK. que je pense qu'on va être. Je pense qu'on a un bon setup. Et là, ce soir, je te reçois dans mon antre, dans mon bureau à ma Ah maison. oui, hein? OK, c'est Ah ouais, ça. je OK. suis un gros fan de Kiss. Fait que j'ai comme une espèce de studio J'ai vu que tu dédié à avais Ben des Blanc. talents musiciens. C'est vraiment Ouais. inspirant. Ouais. Moi, j'ai découvert ça, 41 ans, la musique. J'ai amené OK. mon gars suivre des cours de musique, puis j'ai découvert que ça m'intéressait, puis j'ai commencé à gratter un peu la guitare, puis ukulélé. Tranquillement, pas Oh! vite. Je fais mon chemin. Je suis pas encore un boulian, mais Ah, tranquillement. écoute, c'est ça. Moi, Ouais. la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, j'ai un de mes cousins, Martin Collard, pour lui dire bonjour, qui est un passionné extrême de musique. Fait que je Mm. pense que c'est lui que j'ai vu, la première personne passionnée dans ma vie, ça a OK. été lui, qui est OK. un passionné de musique des années 80, hard rock, 70. Fait que j'ai un Ouais. éventail musical Ouais. vraiment fucké. OK. Puis je considère que la musique, c'est des vibrations, c'est des émotions, Ah, absolument. c'est Ouais. un bel univers. Bref, Ouais. fait que Oh. on pourrait parler de musique pendant 4 heures si tu veux, mais on va. Ouais. Je Rentrons dans pense le qu'on vif du on a sujet. vraiment beaucoup de choses à parler ensemble. J'aimerais ça commencer en disant que quand même plusieurs personnes t'ont déjà croisé comme entraîneur dans la Fédération québécoise de dynamophilie. Je Hmm. considère que ma grosse majorité des gens qui écoutent sont des gens dans le milieu de la dynamophilie, du powerlifting. Ouais. Et t'es un gars qui était toujours là, tu avais des athlètes toujours respectés comme coach, mais très peu de gens te connaissent, je pense. Mhm. Mhm. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant de voir, t'es un gars très humble, qui fait sa petite affaire, qui t'emmène pas trop large, t'es là, tu fais ta Ouais. job. Les gens savent pas vraiment ton parcours, d'où tu viens. Fait. Puis même moi, ça m'a pris un certain temps, j'ai comme appris entre les branches. Hey, Ouais. Yannick, t'as il a déjà été aux Olympiques. Je fais, voyons. Là, plus j'ai appris à te connaître en regardant tes réseaux sociaux, tes capsules que tu fais avec Expertise Ouais. 360, j'ai vraiment des choses très intéressantes à partager. Donc, j'aimerais ça juste que tu te présentes un petit peu sans aller trop en détail parce qu'on va y aller tantôt, Ouais, mais ouais. juste ton entreprise, qui t'es exactement, Ben écoute, j'ai 45 ans. J'étais un père de trois enfants que j'ai adoptés en Ukraine. wow. Ouais, fait que ça me tient occupé, évidemment. Ça fait 7 ans que j'ai les enfants présentement. Puis, je suis propriétaire d'un centre d'entraînement à Waterloo qui s'appelle l'Atoll, qui était originellement bâti dans une ancienne prison, qu'on a déménagé dans un beau building neuf que j'ai réfléchi pendant 30 ans de ma vie, puis j'ai finalement construit le jour venu. Non, vraiment un setup que j'ai toujours rêvé dans lequel je travaille présentement. Donc, ça s'appelle l'Atoll, le centre d'entraînement athlétique. Puis, je travaille comme préparateur physique. En fait, j'ai un peu deux chapeaux parce que je suis préparateur physique multisport. Donc, je travaille à développer les habiletés physiques
des sportifs et des athlètes pour différents coachs de différents milieux, mais je suis aussi coach spécifique dans certaines disciplines, plus principalement en cycliste sur piste, des épreuves de vitesse, puis aussi en bobsleigh. Puis strongman, powerlifting également, là, un petit peu. Donc, ces disciplines-là, je vais un peu plus loin au niveau de l'encadrement, alors que dans le reste des cas, souvent, c'est plus en collaboration avec des coachs spécifiques. Donc, évidemment, ça me tient occupé. Je fais de la formation pour les entraîneurs avec différentes firmes, Expertise 360, Optimum Éducation, puis en Europe, BSPA à Vienne. Donc, je fais de la formation pour les coachs, pour les kinésiologues. Je me spécialise beaucoup en entraînement de la puissance, développement athlétique, un petit peu toutes ces choses-là. Je suis aux études, j'étais à la maîtrise présentement à UBC en High Performance Coaching Technical Leadership. Donc, c'est beaucoup d'heures. Ça me tient pas mal occupé. Puis, je fais des conférences sur un peu tout le style de vie. Fait que c'est un peu ça. Je ratisse assez large, je te dirais, dans mon domaine, Joël. Oh oui, même Ouais. là, tu peux m'apprendre, tu sais, que je savais même pas que tu Ouais. étais aux études. Ça, UBC, Ouais. ça, c'est à quel endroit? Excuse-moi, je C'est connais. University of British Columbia. Donc, OK. c'est une université qui fait longtemps que j'avais identifié qui se trouve à être, derrière le Danemark, la deuxième meilleure programme de kinésiologie au monde. Donc, ils sont bien, bien poussés là-dessus. Puis, ils ont fait un programme qui est devenu leur programme signature qui s'appelle High Performance Coaching and Technical Leadership. C'est un programme pour former des coachs ou des technical leaders. Ça se trouve être un peu des gens qui vont chapeauter une fédération sportive ou des OK. positions un peu plus politiques aussi dans le sport. C'est des choses qui m'intéressent également. Ah, c'est J'ai démarré, peut-être tu étais au courant, tu es en lien avec les hommes forts, la CAFA, l'Alliance canadienne des athlètes de oui. force amateur. J'étais le Oui. cofondateur de ça, moi, quand ça a démarré. C'était mon idée avec Mike Saunders, qui était un de mes athlètes, on avait démarré ça. J'ai démarré aussi Bobsleigh Skelton Québec avec Marquise Brisebois, qui est une de mes athlètes. On est en train de la fédérer là, dans ces jours-ci, justement, là, la rendre toute officielle auprès du Sport Québec. Donc, Ah, je touche un petit peu à ça aussi. fait que, tu sais, Mm. tu ratisses vraiment large, tu touches à plusieurs domaines, puis tu es un gars, je pense, qui est en quête, tu veux tout le temps te mettre au bout du jour, tout le temps rester à la fine pointe, tout le temps, Ouais, tu t'aimes pas, t'es pas stagnant, t'es pas non, quelqu'un de non, j'ai stagnant. une grosse soif de savoir. Pour vrai, là, l'apprentissage, ça a toujours été, la curiosité, là, ça a toujours été vraiment ancré en moi, puis ça vient naturel. Tu sais, je suis tout le temps un petit peu, je suis tout le temps un petit peu en quête d'aller chercher de la nouvelle information, puis de me garder à jour. Pour moi, c'est pas un fardeau, ça fait vraiment partie de ma routine, ça fait partie de ma vie. Je lis énormément, au moins, euh, au moins un livre par 2 semaines, je te dirais, depuis 30 ans. Là. Fait Fait que que non, ça fait beaucoup non, de je sais lecture. que t'es un Ouais, gars, ouais, ouais. t'as l'air très stimulé intellectuellement. Des fois, je lis Mm, tes affaires. Moi, mm. j'aime bien ça, là, les affaires un petit peu plus La euh, psychologie la sociale, un peu. psychologie Ouais, sociale, tu sais, ouais, ces affaires-là. C'est quasiment de l'ésotérisme à certains levels. ouais. Tu sais, des fois, c'est très, Ah, très mystérieux. ouais. C'est une science qui a encore beaucoup à nous apprendre, je pense. Puis Ah, ça sert dans toutes les sphères de la vie, là, autant l'entraînement que, tu sais, l'important ouais. de... Ça détonne un peu avec le bodybuilding. Oui. Ouais, Bon, fait que ouais, j'aimerais ça qu'on commence parce qu'on ouais. commence l'interview, j'aimerais ça Mm. qu'on commence par ton parcours d'athlète. Ben, c'est Parce que ça. je pense que le parcours d'un athlète, en tout cas dans mon cas, c'est ce qui. Au début, c'est un peu ta carte d'entraîneur, dans le sens que Ouais. tu sais, les exploits sportifs en tant qu'athlète se Ouais. reflètent au départ. Tu sais, c'est pas tout le monde que c'est le cas, mais c'est clair que toi, dans ton cas, ça n'a pas dû te nuire certain d'être un bon athlète. Non, je pense que ça m'a aidé beaucoup, surtout que, mais c'est ça, moi j'ai commencé quand j'étais plus jeune, je faisais vraiment pas de sport tellement compétitif, je faisais du sport récréatif quand j'étais plus jeune. Je faisais de la gymnastique dans un club récréatif. On faisait pas de compétition, nous autres on faisait des shows. Puis je faisais des arts martiaux. Je faisais des arts martiaux vraiment pour le fun. J'avais un dojo dans la grange. Je faisais beaucoup d'arts martiaux autonomes. Tu sais, je faisais des cours des fois, mais beaucoup d'arts martiaux autonomes dans le grenier de la grange avec des sacs de moulés, puis frapper là-dedans, puis tout ça. Puis j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans et un jour. Dans le fond, j'ai eu mon abonnement au gym comme cadeau d'anniversaire le jour de mes 15 ans. Ça faisait longtemps que j'en rêvais. J'avais déjà lu là-dessus. On était encore dans le mythe à ce moment-là que l'entraînement arrête de faire grandir, puis tout ça. Mes parents
avait retenu ça un petit peu. Puis c'était pas à côté non plus du gym, là. Fallait que je me rende là en scooter, là. C'était un bon 20-25 minutes de déplacement, là. Fait que je voulais pas aller me reconduire là non plus tous les jours. Fait que, à un moment donné, j'ai commencé à aller au gym. Puis, une couple de mois plus tard, j'ai commencé à faire du bodybuilding. Mon frère faisait du bodybuilding, mon beau-frère faisait du bodybuilding. J'étais un passionné d'Arnold Schwarzenegger. J'avais déjà lu sa biographie. Je tripais là-dessus. Puis, j'ai commencé à faire des compétitions. Puis là, ça a duré 8 ans, tout ça, dans le fond, de 15 ans à environ 23 ans, euh, à manger tous mes petits plats. Tu sais ce que c'est un petit peu, là? Tu as déjà fait des pesées pour les compétitions de C'est sûr, powerlifting. pas au niveau du bodybuilding, tu sais, de la préparation finale, mais Ouais, oui, tu sais, ouais, la diète ouais. stricte, effectivement, Fait c'est que, un tu sais, moi, mode de vie j'ai vécu ça dans l'adolescence. Fait que, tu sais, tu sors avec tes chums, puis dans la veillée, tu vas 2 fois à l'auto manger tes lunchs, puis toutes tes affaires. Puis quand ils sont au resto, tu dis, je mange dans le char, je vais vous rejoindre. Tu sais, puis toute la dynamique, puis en parallèle avec ça, essayer de, hop, je vais me charger en même temps, je vois que ma batterie baisse. Essayer d'avoir un petit peu de, excuse-moi, je suis plus dans le shot. Non, Essayer c'est pas d'avoir grave. un petit peu de vie, de vie sociale à côté d'avoir une vie d'entraînement. Puis, bon, ça va être mieux comme ça. Puis, j'ai, ça est toujours venu me chercher. C'était quelque chose, c'était très individuel parce que je me coachais moi-même à ce moment-là. Puis, je faisais un entraînement, puis je lisais. Ça a été un peu que je me suis développé toute la passion pour l'entraînement, puis la rigueur, puis l'espèce d'autorégulation parce que s'il n'y a pas personne qui. Oh, je te perds un petit peu, Yann. Oh, petit problème technique. Bon, ça allait trop bien. La maudite techno à marde. Je pense que je vais le réinviter tout simplement. On va reprendre ce qu'on est. Donc, on va faire invitation. Oh, la techno. C'est pas facile. Bon, Excuse-moi. pas de problème. Il y a un OK. petit problème Je de sais pas. connexion. Ben ouais, je sais pas pourquoi ça a coupé. Attends, OK. je suis bien branché. Tout est Ça beau. s'est comme mis à laguer, mais Fait que, regarde, c'est pas plus grave que ça. ouais. On Fait que va. c'est ça. Fait que dans le fond, je sais pas à quel moment j'ai coupé, mais bref, j'ai toujours, j'étais bien embarqué là-dedans. Je trouvais ça vraiment passionnant. Puis, un moment donné, je me rappelle, je pense que c'est l'année de mes 20 ans. Tu t'entraînes toute l'année pour une compétition, là. Ça veut dire tous tes trainings, tous tes repas, toute ta diète, tout ce que tu fais pour une compétition. Là, un moment donné, peut-être 2, 3 mois avant, j'ai commencé à rêver que mon cadran ne sonnait pas le matin, puis j'arrivais en retard à peser, puis je la manquais, tu sais. Wow. Ça, Wow. c'est pour te dire comment que ton focus, tu sais, il est orienté sur quelque chose. Fait que, non, puis je pense que c'est malgré, tu sais, on peut aimer ça ou pas aimer ça, le bodybuilding, tu sais, c'est très personnel. Moi, je ne cracherai jamais là-dessus. C'est une main qui m'a nourri pendant longtemps par la suite. Je me suis spécialisé un peu dans ma préparation physique, en transformation physique pendant un bon moment. Je ne fais plus ça, mais je l'ai fait longtemps. Puis je suis reconnaissant de cette partie-là de ma carrière athlétique autant que ma carrière de préparateur physique. Mais ce que tu apprends là-dedans, c'est vraiment de repousser tes limites, puis aussi de ce que la constance, ça l'amène Ah oui. dans un physique, dans les performances à long terme, tu sais. C'est un point Mm, qui est vraiment intéressant de voir à quel point mm, être dans un environnement d'une routine extrême, mm, c'est-à-dire avoir ta routine de repas, ta mm. routine de sommeil, ta routine d'entraînement, Ouais, timée comme ouais. un cadran, Mm, ben c'est sûr que mm, ça t'emmène ouais. des avantages au niveau de la récupération, au niveau Mm. de ta Ouais, performance. puis tu te forges un caractère aussi autour de ça, que plus que ça fait longtemps que tu fais bien, moins que tu veux déroger de ta structure, tu sais, puis Ouais. plus que tu fais bien, puis à un moment donné, ton fort, il devient tellement solide qu'il est comme inébranlable. Tu sais, puis tranquillement, pas vite, le monde autour de toi tombe comme des mouches. Il y en a un qui est blessé, il y en a un qui ne suit plus ses affaires, il y en a un qui manque son training. Tu comprends-tu? Puis toi, ton Ah fort ouais. grossit de plus en plus, tu sais. Puis, non, c'était intéressant. Moi, je trouve que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté physiquement, mais ça m'a surtout beaucoup apporté mentalement mes 8 ans.
mes 8 ans de ça. Puis le point culminant de ça, ça a été à Las Vegas. J'ai gagné le titre de Monsieur Univers naturel. Alors, moi, je m'étais dirigé plus dans les compétitions testées. Ça commençait quand j'ai commencé à faire du bodybuilding. Donc, l'année que j'ai commencé à faire des compétitions, c'était en 1990. Puis, OK. Arsène Lagrange, dans la région de la Beauce, avait tenu les premiers championnats québécois de bodybuilding testés. J'ai encore ma lettre là, qui dit que tu as réussi les tests antidoping, blablabla, puis tout ça. C'était fait avec le Centre canadien antidoping à ce moment-là. Fait que moi, c'était la lignée que j'avais choisie. Puis, ça a été une très belle expérience. Puis, évidemment, j'étais très jeune quand j'ai terminé. J'avais 22, 23 ans. J'avais encore la soif de vivre dans le monde de l'entraînement puis de faire juste ça. Mais j'avais fait le tour là, pour ce qui est de ce sport-là. Puis, je me suis rendu à Lake Placid. Puis, Lake Placid, c'est une ville olympique. Hein. Il y a eu 2 Jeux olympiques là-bas. C'était Ouais. l'été, puis il offrait aux touristes une piste de bobsleigh pour les touristes. Tu embarquais dans un bob à 4. C'était un bob à roues. Puis OK. tu descendais une partie de la piste. Puis là, j'ai dit, hey, c'est bien cool, je veux faire ça. Fait que je me suis renseigné un petit peu. Bobsleigh Canada recrutait beaucoup dans ce temps-là. À un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait un test de recrutement à la fin de l'été. Fait que j'ai commencé à faire de l'athlétisme avec mon bon ami Hugo Lebire. J'ai commencé à sprinter, commencé à lever un peu plus en puissance. J'ai appris les rudiments de l'haltérophilie, tout ça. Puis, je me suis présenté là-bas. Là, ils m'ont invité à Calgary pour un test de poussée. Puis, ça a marché. T'sais. Fait que là, embarqué sur l'équipe nationale de bobsleigh. Puis, j'ai jamais arrêté ma carrière de préparateur physique en parallèle. Donc, je continuais à envoyer des programmes par courriel, parler avec mes clients, tout ça. Puis, continuer à avancer ça comme je pouvais. Puis, quand j'étais au Québec, ben, c'était vraiment les moyens du bord. Là. Pousser des paniers d'épicerie sur une piste d'athlétisme, pousser ma voiture, tu sais, puis Mais c'était ça, mais tough. Là. Ouais. je comprends, ton intérêt, toi, dans le fond, tu avais sûrement un rêve olympique aussi. Tu ne deviens pas passionné du bobsleigh du jour au lendemain. Il faut vraiment que tu te Ouais. dises, OK, c'est-tu le fait que tu t'es dit, Mm. j'ai peut-être une chance de vivre le rêve Ah, olympique ou à ce moment-là, je connaissais pas assez ça je n'avais pas assez de connaissances là-dedans pour dire que c'était accessible pour moi ou que c'était quelque chose que je pouvais accomplir à court terme ou quoi que ce soit. Là, l'étape, c'était de vivre un nouveau sport puis d'en faire une carrière sportive puis de voir un peu où ça allait. Tu sais, je connaissais pas encore assez ça pour connaître vraiment l'étendue de tout ça. Fait que j'ai suivi mon cours de pilote. Je suis devenu pilote de bobsleigh. Mais il n'y avait pas de sled de disponible. Fait que j'étais équipier. Je suis parti en Europe comme équipier. Puis mon pilote s'est blessé gravement en France. Puis il s'est retiré à partir de là. Il n'a jamais recoursé. Puis comme j'étais en Europe, puis j'avais un bob de disponible, ben, j'ai commencé à piloter son bob. Puis c'est comme ça que je suis devenu pilote sur l'équipe nationale, dans le fond. Puis j'ai commencé à faire des courses. Ça a bien été. Puis là, à la grande surprise de tous, après 3 top 10, je me suis qualifié pour les Jeux olympiques de Salt Lake City. T'sais. Fait que wow. ça a été rapide. Ouais, ouais. Le moment que tu t'es dit, hey, je m'en vais aux Olympiques, c'est-tu dans ces bouts-là, un petit peu avant, probablement dans le Écoute, en Europe? mais c'est arrivé vite. Là. Écoute, ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que j'étais dans le sport. D'habitude, comme pilote, c'est beaucoup plus longtemps que ça. Comme freineur, ça arrive vite des fois parce qu'il y a du monde qui sont issus du football, de la CFL ou quelque chose comme ça qui arrive. C'est des bons pousseurs. Ils apprennent le rudiment de la poussée rapidement, puis ils sont bons, puis ils font un turnover assez rapide. Et comme pilote, c'était plus rare, mais j'avais une affinité de ce côté-là, puis j'ai travaillé fort pour apprendre les pistes, puis j'ai vraiment travaillé fort sur ma compréhension de la physique du pilotage, si on veut, puis ça a fonctionné. Alors, c'est sûr que mon expérience olympique n'a pas été à la hauteur de ce que je souhaitais. Ça a été assez difficile comme course, je dirais. Mais l'expérience globale de faire 4 ans d'équipe nationale de bobsleigh, voyager à travers le monde, faire des compétitions, découvrir un sport, ça veut dire découvrir des coachs de tradition qui sont là depuis 30, 40 ans, qui ont une fois et demie l'âge que j'ai présentement, qui ont du vécu d'entraînement, qui ont vécu 5, 6 Jeux olympiques comme athlète, comme coach, avoir des conversations qui valent de l'or à tous les niveaux. C'est Ouais, enrichissant, mon gars, c'est incroyable. c'est Après ça, sûr. côtoyer des athlètes exceptionnels, euh, se servir de soi-même comme cobaye un peu pour tester des stratégies d'entraînement, voir un peu ce que les autres. Tu apprends à vitesse grand V dedans, c'est fou, là, surtout quand tu es passionné comme je l'étais. Là, c'est très, 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 très formateur. Fait que j'ai trippé, mais je savais que je ne voulais pas continuer pour un autre 4 ans.
j'aimais ça, cette discipline-là, mais ça se passait quand même à Calgary une grosse partie du temps. Puis moi, j'aimais bien ça être au Québec. Puis on venait d'acquérir le vélodrome d'Atlanta à Bromont, en Estrie. Fait que là, j'ai dit, let's go. Après les Olympiques, je me suis rendu à Bromont. La piste était toute enneigée, c'est une piste extérieure. J'ai regardé ça. Puis là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. T'sais. Puis je me suis renseigné, j'étais allé voir des gens, je me suis acheté un bike, j'ai commencé à m'entraîner. Puis en 2003, j'ai fait ma première Coupe du Monde, un an plus tard, en Fait que, cyclisme tu sur sais, piste. Ouais, ouais. j'imagine que là, ton expérience d'Olympien, tu es arrivé avec une certaine confiance en toi qui a fait, bon, ben là, je me lance dans une nouvelle discipline. Ouais, C'est c'est tout ouais, ou pas tout. Je vais c'est gaz ça. au bout, puis je sais ce que je m'en vais, puis c'est ça que je vais faire. Puis, Exactement. Fait que dans le fond, une fois que tu as compris le modèle, l'espèce de modèle de succès athlétique, tu le pognes, puis tu le re-wraps à la manière de la discipline, puis tu t'organises pour le faire fonctionner, tu peux gagner beaucoup de temps et d'efficacité parce qu'il y a tout un jeu d'opportunités là-dedans, saisir les occasions, faire ouais. la bonne chose au bon moment. Comment tu as du monde qui perd du temps en affaires épouvantables parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font, puis ils pensent qu'ils font la bonne Absolument. affaire, ils ne se remettent pas en Absolument. question, ils n'ont pas d'autocritique. Tu comprends? Fait que, Absolument. Ça, on pourrait en parler, là, moi, des ouais. gens qui me disent, ouais, mais là, j'attends peut-être de faire ma première compétition après 2 ans, parce que là, Ouais. tu sais, je suis comme, ouais, mais là, c'est là que ça se passe, là. C'est Ouais, là, là. exact. Tu sais, Exact. il y a des affaires, des opportunités, des fois, il faut que tu prennes. Comme cette année, on s'entend que c'est une année vraiment particulière. Pas de qualification, pas de ci, pas de ça. Tu sais, ça peut aller vite, là. Tu peux te ramasser Ouais, d'un championnat du monde je t'écoute. assez vite. Pas de problème. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le vélo sur piste, comment ça marche les distances? Tu étais spécialisé dans quelle distance? Moi, j'avais une surspécialité, j'étais démarreur de l'équipe de vitesse par équipe. Fait que moi, j'avais un tour à faire. OK? C'était une épreuve de 18 secondes. Donc, tu pars arrêté, tu C'est as une fou. grosse gear, puis tu donnes tout ce que tu as sur 18 secondes, puis tu lances ton équipe à 65-67 km/h dans le deuxième tour. Fait que OK. c'était vraiment ça ma spécialité. Donc, je m'entraînais exclusivement pour ça. Puis, il y a un moment donné, championnat du monde en 2005 à Los Angeles. J'étais sur ma portion de l'épreuve, j'étais septième au monde. Puis sur le premier 125 mètres, j'étais premier. Là, il n'y avait personne sur 125 mètres qui décollait plus vite que moi sur un bike. Là. Ça, c'était Ah, un wow. beau feeling. Ouais. Super. Je connais Fait un peu le bike. Un de mes bons amis, Stéphane Cossette, a été ben, ouais. Ouais. longtemps quand même qui est un autre bon exemple de gars qui s'est transféré Ah, très écoute. rapidement Ah, ouais, dans un autre absolument. sport. Un Et, talent, là. c'est C'était ça, tu sais, il était tout Mm, le temps parti mm. à Los Angeles, tout le temps, c'est quand même encore. Ouais. Faut que tu Ouais. voyages beaucoup parce que les installations au Québec, c'est très limité, là, je pense. Là. Ouais. Non, non, absolument. Puis là, on va avoir éventuellement un vélodrome fermé à Bromont. Là. Notre vélodrome extérieur va être bientôt couvert, mais OK. c'est quelque chose. Puis moi, j'avais choisi, Joël, de faire ça. Quand je faisais du cyclisme sur piste, je me suis dit, je vais faire ça euh, en respectant la structure que j'ai décidée. Ça veut dire sans m'expatrier. Tu sais. OK. Fait que je veux le faire en continuant à pouvoir travailler. Je veux le faire en. Tu sais, oui, ça va demander de voyager pour les compétitions et tout ça, mais je n'étais pas prête à dire je déménage à Los Angeles puis on se revoit à la fin de ma carrière. Tu sais, j'avais Ouais. pas le goût de faire ça. Bon, Fait que ouais, qu'est-ce que ça a fait? Pour mon travail de coach, c'est exceptionnel parce qu'il a fallu que je trouve des stratégies. Il a fallu que je trouve des trucs. Il a fallu que je trouve des moyens d'évoluer. Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est ces moyens-là, j'ai pu les transférer éventuellement dans le développement aux jeunes que de toute façon, eux autres, ils ne partiraient pas. Puis ça m'a permis de faire une vraie pépinière à sprinteurs au Québec. Puis pendant des années, tous les sprinteurs canadiens étaient issus de mon programme, ou presque. Tu sais. wow, wow, Hum, wow. Ça, c'est hot. Ouais, Hein. C'est vraiment. Mais tu sais, ouais, c'est ça l'affaire. ouais. C'est, tu sais, que, je veux le faire comme ça. Tu prends la décision. OK, moi, ça va être comme ça que ça va se passer. Bon, comment que je m'organise à ça? Tu sais, Ouais, tout se fait. C'est une question de volonté et d'adaptation. Il faut vraiment que tu ouais, ouais. t'organises en conséquence. Je veux pas voyager. OK, bon, Ouais, c'est quoi le puis, circuit? C'est quoi les regarde, gens? Comment je tu sais, m'organise pour m'entraîner? Hmm. Je te dis pas, tu sais, que je serais peut-être venu meilleur, tu sais, à faire ça à temps plein, sans travailler. Je veux dire, mais moi, rendu aujourd'hui, là, tu sais, avoir fini deuxième marche du podium, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Moi. Tu sais, comprends-tu? Qu'est-ce que ça m'a apporté de vivre le défi de le faire
dans les contraintes que j'avais, c'est ça qui m'a rendu solide. C'est Ouais. ça que j'apprécie aujourd'hui. C'est ça que je Mm, pense aussi, tu sais, parce que mhm, ça fait quand même 15 ans que je fais de la compétition. mm, Le résultat, au bout du compte, c'est peut-être pas tant que ça mm. ce qui reste au final. Tu sais, c'est Ouais, dans 15 ans, je pense pas que ça va être juste de me dire j'ai gagné X nombre. Oui, c'est beau sur un CV, c'est beau sur papier, mais ouais, l'expérience, le processus, qu'est-ce que ça m'a apporté, comme tu dis depuis tantôt, c'est vraiment des choses qui restent au travers du ouais, change de notre vie à jamais aussi comme coach, comme planificateur, comme athlète. Tu sais. ouais. Fait que ça, c'est Non, vraiment parfait. intéressant. J'abonde dans le même sens que toi là-dessus. Là. On partage le même point de vue, là, c'est clair. Fait que Donc, non, ça a été une très belle carrière, super enrichissante. Moi, quand j'ai tiré la plug, après ça, je me suis dit, moi, faire du sport à un niveau un peu plus récréatif. Fait que oui, j'ai fait du strongman, j'ai fait du powerlifting, j'ai fait de l'enduro-cross pendant plusieurs années aussi. Puis, tu sais, vraiment, tu choisis tes compétitions, tu times ça avec une petite vacance, avec, tu sais, je veux dire, puis c'était bien correct. Puis c'est ce que, ça t'a permis c'est, de rester, si je peux dire, dans un athlète dans un mode de vie, à garder un mode de vie d'un athlète exactement. Ça a été un beau dans une fade-out, vie tu peut-être sais. plus Ouais. standard. Là. Exactement. Tu sais, ça a été un super beau fade-out. Puis en plus, encore là, de vivre ces expériences-là comme individu, quand tu encadres des gens par la suite, tu as un meilleur feel de qu'est-ce que c'est. Tu sais. Fait que moi, je pense tout le temps à ça. Tu sais, aujourd'hui, je m'entraîne. Moi, pourquoi tu t'entraînes? Je m'entraîne pour être un bon coach. J'essaie de développer des sensations que mes athlètes pourraient ressentir, être capable encore de faire des démonstrations. En fait, peut-être pas jusqu'à 70, là, mais tu sais, être capable encore de montrer la gestuelle, comprendre qu'est-ce qui se passe, filer qu'est-ce qu'ils sentent pour être capable d'avoir un vocabulaire qui ressemble, qui connecte avec eux autres. C'est un petit peu Ouais, ça. Mhm. absolument. Moi, j'ai vraiment là-dessus, on se ressemble beaucoup dans le sens que tu sais, les gens me disent ouais, Joe, ça fait 15 ans que tu fais ça, tu sais, t'achètes-tu? Ouais, mais la journée que je vais être tanné, j'en ferai plus. Fin de l'histoire. Mhm. La journée que ça me tentera plus, Mhm. que ça m'apportera plus rien, que je vais rentrer dans le gym, que je vais faire, comme là, présentement, avec la période de merde qu'on vit, Ouais, c'est une drôle de période, tu sais. J'ai ouais, moins de goût. J'en fais moins, fin. Fais juste ce que ça me ouais, tente de faire. Mais tu sais, ce que ça m'apporte aussi, c'est, hey, je découvre tel mouvement, je l'essaye, hey, j'ai aimé ça, ça va bien faire pour ce type d'athlète-là. Ou mhm. telle fille a des fémurs plus longs, j'aime cette variation-là. Mhm. J'ai eu des bons résultats avec. Tu sais, souvent, Ouais, ça joue beaucoup aussi sur ma planification avec mes athlètes, la façon que je m'entraîne. Donc, ouais, ça a du bon, là, tu sais. Puis, je pense que le fait, comme tu dis, le fade-out, ça te garde athlétique. Puis, je pense que la dynamophilie, dans mon cas, c'est un sport, tu sais, que tu peux faire à temps partiel parce que ça demande beaucoup moins ouais. d'heures de pratique. Ah ouais, absolument. Puis, tu Puis sais, dans nos locaux, dans notre cas, ouais. ouais, exactement. Tu Pas, sais, dans les pas de locaux très. déplacement. Ouais, c'est très, très, très basique comme, Ouais, ouais, comme planification d'horaire. ouais. Donc, j'aimerais ça, après ça, parler de préparation physique. On en a parlé un petit peu parce qu'on touche un petit peu à tout. Mais tu m'as parlé tantôt que tu as rencontré beaucoup de coachs, de gens d'expérience. Moi, j'adorais ça Mm, aussi quand j'ai mm, rencontré des coachs un peu partout à travers le monde. Ça a été des moments mm. marquants dans ma vie. Je te pose la question, ça a été qui les gens, les coachs, les athlètes qui ont marqué ta carrière d'athlète et d'entraîneur que tu as rencontrés? Écoute, au niveau ben, tu sais, les gros noms de la force, je les ai rencontrés. Le Louis, je l'ai rencontré. Borichenko, je l'ai rencontré. Ces gars-là, je les ai rencontrés, puis c'était inspirant. Mais bon, c'est moins frappant parce que tu as déjà lu leurs livres, tu as déjà écouté leurs vidéos, tu sais un peu quoi Ouais. t'attendre et tout ça. Les belles surprises, un moment donné, Bobsleigh Canada engage un Polonais qui avait révolutionné l'athlétisme en Pologne, Andy Kupchik. Il arrive dans notre équipe, il nous commence à faire toutes sortes de singeries. On était des jeunes un peu imbus de nous-mêmes. Tu sais, à 22, 23 ans, comment est-ce que tu es? Tu penses que tu sais tout, puis tu fais tes affaires, puis Oh, ouais. tu es dur à coacher un petit peu plus. Puis il nous montrait des drills d'athlétisme, puis on n'adhérait pas trop. Il nous faisait courir nu-pied. Puis bref, je trouve qu'on n'était pas réceptifs. À peu près 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, je m'en vais à Columbus faire un cours avec Nicolas Romanov, un biomécanicien de la course à pied, un PhD en course à pied, un super top. J'arrive là-bas, c'était les affaires qu'Andy Kupchik essayait de nous montrer puis qu'on n'était pas à l'écoute de montrer. Là, je payais pour. Là. Tu sais, là, je payais pour la formation avec lui. Là. J'aurais pu l'apprendre. Tu sais, fait que là, j'ai fait comme hey, l'ouverture, l'autocritique, le gros. Tu sais, Nul n'est ouvre tes prophète dans son horizons. pays Hein, en esti. hein.
Ouais, Ça, là, c'est fou, là. ouais, Tu sais, nul n'est ouais, prophète dans son pays. Tu sais, ce gars-là, ouais, rien que parce que tu le connais pas, il arrive de la Pologne. ouais. C'est un gars probablement dans la quarantaine, cinquantaine, Ah, ouais, peut-être. ouais, ouais, ouais. Tu Plus sais, tu fais, âgé. bon, ce que tu veux, là, il nous fait courir nu-pied. Tu sais, c'est comme, Mm, mm, c'est encore lisse, au final, là, tu ouais, vois, tu te mm, dis, lui, je ne montre pas à courir ici, ouais, là. Finalement, tu te rends compte mm, 15 ans plus tard que ce gars-là, mm, il mm. était Ouais, des années en ouais, avance sur tout le ouais. monde, là. Exactement. Fait que, tu sais, C'est ça, fou. c'est des espèces de points pivots. Tu te remets en question par rapport à comment tu absorbes ce que les gens veulent t'enseigner, puis ils veulent te montrer, puis ils veulent te passer comme information, tu sais. Fait que, C'est important de ça, je rester pense. ouvert, je pense. C'est, tu sais, de Exactement. rester ouvert, de rester Écoutez, respectueux. Tu sais absolument. jamais à qui tu parles, tu sais, tu sais jamais à qui tu as Ouais. affaire. La journée que tu deviens fermé à ça, puis tu manques de respect envers des gens plus âgés qui sont dans Mm, le coaching. Moi, je pourrais faire un parallèle avec Luc Lefebvre, qui est dans la cinquantaine, qui a coaché des athlètes au niveau international en haltérophilie. Les gens, mm, ils arrivent en mm, babouche un samedi matin, il fait un snatch à 110 kilos à 53 ans. Tu sais. En mm, ligne, en mm. babouche en plein été. Tu fais comme, c'est qui ce bonhomme-là, tu sais, qui sort, tu sais. Puis, mais c'est un monsieur qui est très, très, très intelligent, tu sais. Moi, quand il me Ouais, parle, puis quand il parle au on monde, l'écoute. je lui Ouais. dis, vous écoutez, c'est très important, ce gars-là, il y a de quoi de très, très important à dire. Fait que Fait ça que fait un ça, beau parallèle avec ça. ça a été un moment, c'est un genre de moment qui a forgé un petit peu ma façon de percevoir l'information, autant des gens qui ont les connaissances comme les gens qui ont les compétences. Tu sais, ça s'équivaut tout, ça, moment donné. Tu sais, fait que ça, c'était important pour moi c'est un point important. Après ça, c'est sûr que j'ai eu des athlètes, des, euh, des moments aussi avec des athlètes qui ont été, je pense entre autres à Mike Saunders, qui a été champion du monde Master des hommes forts Ah, ah à oui, Dublin. Tu sais, Mike, c'est un phénomène. gars que j'ai rencontré à 39 ans. Tous ses chums dans la série d'hommes forts pensaient qu'il était sur le déclin. Tu sais, fin de carrière, 39 ans, pas mal tu sais, on t'avait de dire bye. Puis au début, quand j'ai commencé à l'entraîner, il n'a pas adhéré. Tu sais, lui, il voulait faire des compétitions à tous les trainings. Tu sais. Il voulait que ce soit lourd à tous les trainings. Tu sais, fait que je l'ai perdu. Deuxième coup, on a fait un petit bout, je l'ai perdu encore. Puis là, il faisait des bobos, puis il évoluait pas, puis il était un peu en dents de scie. Le troisième coup, il est revenu, puis ce coup-là, il est resté. Puis là, on a bâti, on a bâti, on a bâti. J'ai acquis sa confiance progressivement. Puis on était rendu en 2001 ou 2002, je pense. J'entends encore le gars à RDS. Hey, Mike Sanders qui arrive à la cinquième pierre, il ne l'a jamais soulevé. Probablement qu'elle ne soulèvera pas. Ah ouais, Cinquième pierre sur le top. Puis après ça, pas longtemps après, qualifié pour le championnat du monde des maîtres, s'en va là-bas. Puis il gagne la première place à 43 ans. Au sommet de sa forme. Ce gars-là, il pensait qu'à 39 ans, il évoluerait plus, puis il a évolué comme jamais. Écoute, il a appris énormément. C'est des bels exemples de coaching. Lauriane Genet, aussi une cycliste que j'ai trouvée dans un camp de détection de talent. Elle avait 16 ans, puis c'était en mai 2015, si je me rappelle bien. Puis en 2 ans, je l'ai préparée progressivement. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que dans un an, capable de faire l'équipe nationale, si on met le paquet, il nous restait 13 mois en fait. Fait qu'on a fait un esti de beau plan sur 13 mois. Il fallait arriver au championnat canadien puis faire un temps. Puis avec toutes les phases bien décortiquées, avec comme il y avait un entonnoir vers cette course-là, tu ok. comprends-tu? Puis on a tout mis des étapes, puis bang, c'est arrivé. Puis cette fille-là, une couple de mois plus tard, record du monde de vitesse. Là, c'est l'équipe nationale, Wow. elle s'en va à Tokyo. Fait que, tu sais, je suis vraiment. Il y a des stories comme ça que tu dis, t'appliques tes connaissances, t'appliques ton vécu, tu mets tout ça ensemble, tu construis quelque chose de ça. C'est pas un château de cartes, là. Il y a Non, une non. fondation solide là-dessus, là. Tu bâtis ça avec des bonnes briques, là, puis tu arrives en haut, puis c'est pas une question si ça va-tu marcher, on a juste à suivre le plan, puis peser sur le bouton action, puis c'est parti. Mm. C'est clair que Mm. ça prend une fondation. Ouais. On ne peut pas Mm. sauter d'étape. Puis Mm. l'adhérence au plan, je pense que Mm. Mm. t'as bien beau avoir le meilleur entraîneur, le meilleur athlète, s'il Mm. n'adhère pas au plan, il ne te fait pas confiance, puis il Mm. doute, c'est terminé. Ouais. Dans le Terminé. jargon, on appelle ça le buy-in, puis c'est très, très gros. Réussir à avoir ça, écoute, c'est un des gros morceaux. Peu importe c'est quoi justement le plan, c'est de s'assurer que la personne le fasse. Moi, je pense que dans ma philosophie de coaching, je suis beaucoup dans
je dis ce que je fais puis je fais ce que je dis. C'est-à-dire, je ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. Tu comprends-tu? Fait que je pense que sont peut-être des fois plus motivés d'adhérer parce qu'ils savent que j'ai passé par là ou pire. Tu sais, fait que, ils vont jumper dedans. Puis l'autre chose aussi, c'est que je mets quand même beaucoup de passion et d'intérêt dans ce que je fais. Fait que les gens ont le goût de faire de même. Tu sais, ça va de soi, ça. C'est comme une espèce de mix ultime. Puis je pense C'est que un tu le vis effet très bien. Ouais, d'entraînement, tu sais, c'est ça. ouais. Tu vends bête à salade, tu es capable en plus de la faire parce que tu es capable de backer ce que Ouais. tu leur demandes de faire. Mm. Puis tu es un exemple autant pour eux autres que toi, c'est vice-versa. Là. Donc, Ouais. c'est stimulant dans les deux cas, là, dans les deux camps. Un moment donné, c'était en 2000. Euh, J'avais 21 athlètes qui se préparaient pour les championnats provinciaux de bodybuilding, le Québec testé. On est arrivé à la compétition, il y avait 45 participants. Fait qu'on prenait quasiment la moitié de la compétition. On a pris tous les podiums. L'année d'après, écoute, je suis arrivé à Montréal. Non, dans cette année-là, je suis arrivé à Montréal. J'ai ouvert mon bureau sur la rue Sainte-Catherine. 3 semaines plus tard, mon horaire était plein. Puis c'est jamais revidé depuis. Mais c'est quoi qui vendait? C'était les résultats puis les performances que les athlètes avaient eues. Tu comprends? C'était pas anecdotique là, quand tu dis que tu as un gros taux de succès, ben, à un moment donné, ça paye. Absolument. J'aimerais ça que tu nous parles de tes athlètes en bobsleigh présentement qui s'entraînent pour les Olympiques. Comment ils vivent ça présentement? C'est de l'entraînement, comment Mais ça là, en se passe? fait, il y a comme deux choses. Il y a la tôle présentement qui a une permission d'entraîner des athlètes qui se préparent pour les Jeux d'été comme pour les Jeux d'hiver. Ces athlètes-là, ce n'est pas tous des athlètes que j'entraîne. Il y en a que oui, il y en a que non. Puis après ça, il y a les athlètes de bobsleigh que j'entraîne personnellement, comme Catherine Medeiros présentement, qui est à Whistler, écoute, comment ça se passe? Elle va revenir ici à Noël, elle va pouvoir s'entraîner ici pendant les vacances, mais je pense qu'ils sont en train de vivre la plus grosse compétition de leur vie présentement. Ah, ça doit être terrible. La compétition de celle qui est capable de garder la qualité quand l'engouement est moins là, quand la motivation est moins là. Tu sais, quand tu es habitué de tout le temps avoir le nanan, puis un peu d'effort, une compétition, un peu d'effort, un autre. Non, là, il n'y a pas grand compétition qui se passe, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il faut que tu restes motivé, il faut que tu y mettes l'intensité. Puis moi, je trouve ça cool parce qu'on travaille beaucoup sur cet aspect-là. C'est parfait. Regarde bien ça. Nous autres, on va prendre une approche qu'on va tourner cette pandémie-là en notre faveur. Comprends-tu? Puis c'est le même qu'on va réussir à se démarquer. Puis je porte ce message-là depuis le début. Puis je sens encore qu'on est encore capable de soutenir les athlètes et de porter les athlètes à travers de ça. C'est un beau défi parce que c'est une période extrêmement difficile. Tu sais, moi, pour le vivre avec mes athlètes et avec moi-même, c'est une période très grise pour performer. Tu sais. Autant que ce que je vois dans certains camps, il y a des gens qui performent extrêmement bien, qui sont capables d'aller chercher le edge parce qu'ils se retrouvent probablement tout seuls sans aucune distraction. Puis il y a d'autres mondes qui crachent solide. Là. Mais là, c'est là qu'on le voit. Là. C'est ça. Ceux qui ont toujours été portés par la motivation extrinsèque, puis qui ont toujours eu les parents à côté ou la blonde tape dessus, puis tout le temps eu dans Watt, là. C'est moindrement ceux qui ont été soft un peu trop, là, on le voit tout de suite. Ça prend du monde qui sont résilients. Je dirais que la résilience, c'est probablement la qualité athlétique la plus importante de tous, qui est quand même assez dur à développer quand tu ne l'as pas, qui se développe, mais qui est quand même assez dur à développer quand tu ne l'as pas parce que ça se développe à travers les difficultés et les défis. T'sais. Le jeune au primaire qui se râpe les coudes à terre et les genoux pour éviter le ballon au ballon chasseur, puis qui plonge puis qui fait tout pour ne pas se faire toucher, ben, il continue à faire ça à 25 ans quand il fait son sport puis à plonger puis à se râper les coudes sur l'asphalte. C'est dans sa philosophie de tout mettre. T'sais. Fait que il se développe un peu comme ça. T'sais. Il y en a d'autres que quand ça commence à être difficile, le plan B vient vite. T'sais, ils ont le plan B facile. Oui, c'est clair. Fait que, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je pense que toi, il y a une grosse portion mentale aussi dans la préparation physique. On va en parler un petit peu tantôt.
j'aimerais que tu me donnes 3 caractéristiques que tu trouves les plus importantes pour être un bon coach. Là, tu viens de me parler de caractéristiques pour Ouais, être un bon athlète, la résilience. ouais, Pour être un ouais. bon coach, qu'est-ce que ça prend selon toi? Pour être un bon coach, Joe, je te dirais, je diviserais ça en catégories, là. La Ouais. première catégorie, je dirais que c'est établir comme il faut, c'est quoi ta philosophie de coaching, puis te connaître à travers de ça, puis te respecter à travers ça. Quand tu vends, c'est quoi toi? C'est-tu gagner à tout prix? C'est-tu porter quelque chose? C'est-tu valoriser les efforts, le journey? C'est quoi toi, OK? T'es-tu Puis, un Cobra Kai ou t'es-tu un Larousseau? c'est ça, tu sais. Quelle sorte de philosophie de coaching que tu as? Puis assure-toi de la transmettre suffisamment pour rencontrer des athlètes qui te ressemblent. Tu n'es pas obligé d'entraîner tout le monde, OK? Entraîne des gens qui ont le goût de travailler avec une philosophie qui te ressemble, OK? Fait que, tu sais, moi, mettons, bien important, mettons que je parle de la mienne, là, dans le premier niveau, là, pour moi, là, dans le plaisir, c'est quand même important dans le sens que, tu sais, tu as un jeune dans le gymnase, puis on dirait qu'il n'aime pas ça. T'es pas Ah, obligé merde, d'être ici, là, tu sais, je veux dire, regarde. c'est ça. Personne Fait ne que pas. fait que dans le plaisir, dans le respect, OK, ça veut dire respecter le stock, respecter les autres, respecter l'équipement, respecter le coach, tout ça. Il faut aussi que ça soit la constance. Si pour un mois, tu cherches la formule magique, le truc ou le gamique, là, c'est pas ici que ça se passe. C'est là pour longtemps. Quand l'arbre, il pousse, si tu le regardes aux 15 minutes, tu ne verras rien. Mais va faire un tour, viens dans 5 ans, tu vas voir, il va être doublé. OK? Fait que c'est important de te mettre en tête que c'est long, les résultats. OK? Ah, Ça c'est n'arrivera pas du jour au lendemain, c'est la constance. ouais, ah, Puis ouais, je t'as raison. pense que l'autre chose, le quatrième point mettons, pour rapper ma philosophie un peu, c'est l'humilité. C'est que fais-les pour toi, puis compare-toi à toi, puis fais-les pour toi. Parce que regarde, si tu veux lever des grosses affaires, tu peux prendre un forklift, puis les lever avec un lift, puis un tracteur. OK? Puis si tu veux aller vite en bicycle, tu peux prendre une moto, puis te plancher. Dans le fond, tout ce que tu fais, même si c'est des bien beaux résultats, il n'y a plus personne qui va se rappeler de ça. Puis oui, il y a du monde qui vont venir te voir à compétition, là, mais tu sais, il y en a qui tout de bien qui vont regarder leur téléphone plus longtemps, qui vont te regarder sur le scène pendant que tu vas être là. Puis même si tu gagnes un gros jeu, c'est qui a gagné dans chacune des disciplines les derniers jeux d'hiver? On s'en rappelle plus de ça. On Faites-le s'en pour vous calisse. autres. Exactement. C'est pour nous qu'on fait ça. Arrêtez d'imaginer. On représente le. Non, non, c'est pour. Et l'humilité de dire qu'on fait ça pour nous, puis qu'on est content de faire ça, puis que ça nous aide à nous développer sur plein de plans. Fait que ça, c'est un peu la philosophie. Je dirais que c'est un des points importants de la reconnaître, puis de la comprendre, puis de la transmettre. Deuxième point, peut-être, je te dirais que c'est de développer ses compétences de coaching. Tu sais, les compétences de coaching, c'est le leadership. C'est quoi ton style de leadership? C'est le relationnel, tu sais, comment tu parles à ton monde, c'est la valorisation, qu'est-ce que tu vas employer, c'est la résolution de problèmes, tu sais, comment que tu vas trouver à surmonter les étapes. C'est un volet de coaching super important. Puis je te dirais, le cinquième, c'est l'autocritique. Tu es capable de dire, ouais, ce coup-là, je me suis planté un petit peu avec lui, là, il n'aurait pas Ah, fallu ouais, que je le ça fasse faire arrive. son taper de même, tu sais, puis parce que c'est la seule façon d'avancer. Si tu ne remets jamais en question, comment tu avances? Non, t'avances Fait que pas. si tu n'as C'est pas la vrai. possibilité d'autocritique, c'est bien dur d'évoluer dans le coaching. Fait qu'il faut vraiment débriefer et dire wow, on s'est fourré un petit peu ici, puis peut-être bien que ça ne serait pas arrivé, puis on aurait pu évoluer. Fait que ça, c'est des compétences. Moi, je pense qu'il faut tout le temps chercher individuellement à améliorer ces compétences de coaching-là. Puis je dirais que l'autre point, mais c'est le point peut-être un peu plus technique, c'est d'essayer de gratter pour trouver les meilleures pratiques. Lire, fouiller, parler à du monde évolué pour mettre en avant les meilleures pratiques dans l'entraînement. Je pense que la journée que tu arrêtes de t'informer, de creuser, de chercher, c'est la journée que tu régresses, que tu perds d'avance sur quelqu'un d'autre. Oui, Autant absolument. que lire, comme tu dis, moi, c'est très important. J'ai commencé à faire ça à 7 heures, moi, lire des articles. Je suis devenu bilingue en lisant, je disais yes, no, auteur. Ça m'a tellement apporté. Dans Oui, l'entraînement, comme dans la vie de tous les jours, je pense que de s'informer, de parler à des gens, de discuter, d'échanger, comme on le fait présentement d'ailleurs, oui. moi, c'était vraiment, c'était pour moi que je voulais faire cette entrevue-là avant de le faire pour tout le monde, parce que je savais que tu allais arriver avec des affaires vraiment intéressantes, que ton expérience était très, 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 très valable là, à mes yeux. Puis effectivement, tu m'arrives avec des points que je fais wow, c'est vraiment intéressant de la façon que tu décortiques ça.
Puis on voit que, tu sais, t'es un gars de 45 ans, t'es pas un coach de 25 ans, tu sais, du millage, t'en as fait des erreurs, tu t'es amélioré, tu t'es corrigé, tu t'as admis, tu sais, l'autocritique, comme tu dis, c'est important. Moi, cette année, je suis planté au Canadien avec une athlète. Tu sais, des fois, ça arrive qu'on prend des choses pour acquis, là, tu sais, qu'on fait, ah, ça va bien aller avec elle, hey, Asto, elle marche, je dois être comme une barre, j'ai jamais rien à dire, puis le moment que tu as le dos tourné, hein, qui c'est que c'est passé là, c'est ce qu'on a fait. Mais comment tu as appris, tu sais? C'est ça, tu sais. Pourquoi on leur fera plus cette erreur-là, tu sais, puis les gens, justement, qui me parlent de ne pas faire de compétition comme athlète pour commencer, je dis, tu sais, tu vas faire des erreurs, c'est inévitable. Puis, absolument. Le but, il faut que tu les fasses. Plus vite que tu es fait, plus vite que tu es règles. Exactement. Tu sais, fait que, ça, c'est l'autocritique, je pense, autant pour un athlète qu'un coach. C'est vraiment important. Hey, c'est vraiment cool. Crime, ça va vite. Déjà, 6h15. On va faire un bon 3 heures, je suis pas inquiet. J'aimerais ça, là, on va rentrer un petit peu plus dans le mental. Moi, je veux t'entendre là-dessus parce que moi, comme athlète en vieillissant, parce que, mettons, de passer de 25 ans à 35 ans, la fatigue mentale est autant difficile que la fatigue physique. Tu sais. Récupérer avec le stress du travail, le stress de la vie de tous les jours, le stress de la performance, aussi de la pression sociale. Comment tu gères ça, toi, avec tes athlètes, là, le niveau, vraiment, gérer l'anxiété peut-être quotidienne, l'anxiété de la performance? Écoute, je pense qu'il faut tout le temps revenir à une chose. À chaque fois, c'est le pourquoi, c'est le why. OK? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu vas chercher en arrêt de ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça met dans ta vie? Qu'est-ce que ça structure? Comment que ça te valorise? Est-ce que présentement, tu es en train de faire ça? Est-ce que tu es capable d'aller chercher ça actuellement? Je pense que le pourquoi, il est très, très important. Puis prendre le temps de s'arrêter des fois puis se reposer ces questions-là pour se positionner un petit peu, je pense que c'est quelque chose d'important. L'autre affaire, c'est que tu as parlé de vieillissement tantôt. Souvent, quand on commence à s'entraîner, on vit des belles courbes de progression. La vie est rose un peu, tu sais, les poids montent, tout va bien, ça récupère, il n'y a pas de bobo. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de tout le monde de pouvoir progresser à l'infini. Puis dans le vieillissement, ben, tu as deux facteurs. Ben, tu as le facteur que souvent les athlètes pognent leur pic de vitesse au niveau du système nerveux 26-28 ans, leur pic de force vers 36 ans. Puis là, tu as le principe de diminution du gain. Le principe de diminution du gain, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il dit plus que tu as été exposé à toutes sortes d'affaires de style d'entraînement, et plus tu es vieux, moins tu as de chances de progresser à nouveau. Fait que si tu es plus âgé ou tu es plus loin dans ta vie, mais tu n'as pas été beaucoup exposé, tu n'as pas fait beaucoup de force, beaucoup d'hypertrophie, ben, même si tu es un peu plus vieux, tu peux avoir quand même des pas pires gains parce que tu ne souffres pas tellement du principe de diminution du gain. Même temps que tu arrives avec un gars comme toi, là, 15 ans de powerlifting en arrêt de la cravate, et là, il faut être rusé. Là, OK? Puis là, tu n'as pas rajeuni pendant 15 ans. Là, OK? Tu n'as pas rajeuni. Fait que là, tu arrives dans ta vie, toi, où ce que ta complexité d'entraînement puis la qualité des choix que tu vas faire dans tes trainings, dans ta récupération, dans tout ça, est le plus importante. Parce que ça te prend des stimuli, des meilleurs stimuli, ça te prend des stimuli qui te réinventent un petit peu, qui vont te stimuler. Tu sais, mettons que tu pognes ton training de 2017, tu te dis, hey, ça, j'étais super fort avec ça. Tu peux être fort avec ça, tu es écœuré, tu l'as déjà fait, tu comprends-tu? Ça marche pas de même, OK? Ça marche pas. Okay? Je survivrai pas. Exactement. Fait qu'il faut que tu te réinventes par rapport à où ce que tu es rendu là. OK? Tu peux pas juste dire ça, c'est une recette de succès, je la prends, puis je la rebrasse, puis je la repars. Fait que se fixer des objectifs réalistes, puis avoir des marqueurs de progression, je pense que c'est une bonne façon de se calmer l'esprit un petit peu de ce côté-là. Tu regardes un peu qu'est-ce qui est possible de faire pour toi. Moi, j'appelle ça l'entonnoir de performance, le performance funnel. OK? Fait que dans le fond, tu sais qu'est-ce qui est possible pour toi d'aller chercher dans les prochaines années. Comment tu le sais? Ben, tu peux être inspiré. Tu as toute la banque de données de lovers de tous les sites de l'IPF, de ce que tu voudras, puis voir, hey, ce gars-là, il a progressé comment entre élite, puis master, puis ci, puis ça, puis voir les chiffres de qu'est-ce qui arrive, OK? Puis tu te dresses
un entonnoir de performance. Puis tu dis, qu'est-ce qui est possible de faire pour moi? Qu'est-ce que je peux aller chercher dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Sur quel livre que je suis capable d'aller chercher plus? De quelle façon? Est-ce que c'est en ménageant plus? Est-ce que c'est en évitant les blessures? Est-ce que c'est en bypassant des problématiques qui éveillent souvent justement de l'inflammation ou de la douleur? Est-ce que c'est avec plus de volume, moins de volume? Mais parmi les constances, je pense qu'ils pourraient faire de toi que la tête reste, c'est pas reproduire le passé alors que tu n'es plus rendu là. Ça, c'est sûr que c'est un gros morceau. C'est un peu une recette de déception automatique parce que tu n'es plus nécessairement là au niveau de la récupération, au niveau hormonal, au niveau des hormones de croissance, au niveau de la testostérone. Fait que ton corps il est changé. Par contre, techniquement, tu es supposé être plus efficace. Tu es un gars plus wise. Tu es capable de. Exactement. Fait que tu devrais être capable de compenser, mais l'angoisse, je trouve, puis l'espèce de stress de performance tourne souvent autour de je me suis fixé des objectifs irréalistes ou c'est de la rêverie. T'sais. Fait que là, tu te dis, ça ne marchera jamais. Là, je veux dire, il faut que tu sois. Si tu me dis, là, Yann, moi, je veux faire ça, 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 moi, je vais te dire comment et pourquoi. Tu te bases pourquoi pour dire que tu vas mettre 5 kilos sur ce livre-là, 10 puis 12. D'où tu arrives? Comment tu as progressé dans les derniers 2 ans? Puis pourquoi que tu me dis que là, tu vas progresser plus? Ça va être quoi la différence? Assoyons-nous puis faisons l'exercice. Puis une fois qu'on a fait l'exercice, tassons les émotions de côté, mettons un petit peu de rationnel là-dedans, là, puis on va pouvoir se fixer des objectifs qui ont de l'allure. Puis normalement, on devrait essayer, si on a des objectifs qui ont de l'allure, de tout le temps tomber dans l'émotif, puis dans la déception, puis dans l'anxiété, puis dans l'angoisse de ne pas arriver où ce qu'on en est, si on est réaliste par rapport à nos objectifs. Exactement. Tu sais, puis moi, ce que je fais du pouce par rapport à ce que tu dis, que j'ai beaucoup d'athlètes, moi, les réseaux sociaux, c'est le pire ennemi, je trouve, des amis qu'on vit présentement. Instagram, tu sais, c'est tellement ingrat que là, tu as une fille qui sort de nulle part, qui va poster un squat, qui fait un record national en entraînement. Là, la fille que j'entraîne voit cette vidéo-là, m'écrit un texte, blablabla, purement émotionnel. OK, pourquoi tout le monde est forte, elle est plus forte que moi? Tu sais, elle perd le focus complètement sur sa performance à elle, sur ce qu'elle peut contrôler. Puis elle se laisse débattre par ce que les autres font. Ça c'est vraiment un problème, tu sais, qui. Tu sais, j'imagine que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire du powerlifting, les réseaux sociaux étaient plus ou moins là. Fait t'entraînais contre des Russes, des Ukrainiens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Pas encore aujourd'hui, la plupart ne postent rien, tu sais. C'est encore là, c'est d'autres. De toute façon, tu sais, encore là, le vélo sur Instagram, le vélo dans la plateforme, des fois, c'est deux affaires différentes. Tu sais, puis, en compétition, tu as 3 lifts à faire back-to-back, puis tu as une ambiance, puis des fois, tu as mangé différemment pour faire le poids, puis il y a toute une dynamique autour de ça, puis une petite nuit parce que tu étais stressé. Là. C'est pas vrai que tu dors ton gros 8h30 la veille de la compétition nécessairement, là, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs facteurs atténuants, puis justement, ben, écoute, tu peux t'en servir pour déstabiliser ta concurrence, fine, mais je veux dire, il ne faut pas que ce jeu-là puisse t'atteindre toi-même individuellement. C'est ça. Puis je trouve que ça atteint beaucoup de personnes présentement qui deviennent très découragées très vite. Puis, ça se ramène au why, pourquoi. Là, tu vas arrêter de t'entraîner parce qu'elle a levé plus lourd. Tu ne peux pas empêcher les gens d'être forts dans la vie. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on vit. C'est dur à gérer. C'est cyclique. Tu sais, Moi, je pense que c'est... J'aimerais ça qu'on est rendu. Est-ce que OK, oui. Ça fait du pouce un peu ce qu'on dit. Est-ce que pour toi, la force psychologique, la capacité psychologique d'un athlète est autant, sinon plus importante que ses aptitudes physiques? Puis là, je te mets une parenthèse, OK? Avant ça, même peut-être plus important, est-ce que pour toi, la génétique, c'est le critère le plus important pour la performance d'un athlète? C'est un gros morceau. C'est un gros morceau, la loterie génétique. Avec quoi tu pars, c'est un gros morceau. On peut pas le négliger. C'est pas vraiment, à moins d'avoir vraiment un gros désavantage génétique. Je pense que il y a un milieu. Tu as des extrêmes, tu as des freaks, puis tu as du monde qui c'est vraiment plus difficile. Mais dans notre groupe du milieu, il y a plein de personnes qui peuvent émerger de ça pour plein de raisons différentes.
Mais le talent athlétique, c'est un avantage. C'est un réel avantage. On ne peut pas le nier. Le monde n'est pas juste. Le monde n'est pas fair. Okay? Tu nais, tu as un avantage sur ton voisin. Là, maintenant, reste à voir si tu vas en profiter ou non. On verra. Mais entre deux personnes identiques, ben, c'est sûr que la méthodologie d'entraînement, puis l'intensité, puis tout le mental autour de ça va faire la différence. Mais c'est sûr que vous avez côtoyé du monde, entre guillemets, qui font chier, là, du monde qui tu as l'impression qu'ils ne font pas la moitié de ce que tu fais puis qui performent bien. Ben, parce que oui, le type de fibre, le type de levier, la morphologie, il y a plein de facteurs qui influencent les performances. Généralement, un très haut niveau, ça a ses limites. Pourquoi? Ben, parce que souvent, quand tu apprends, si par exemple, tu es très performant parce que tu as un vieillissement hormonal hâtif, fait que tu es toujours un peu en avance des autres parce que ta puberté est plus tôt, puis tu profites de cet avantage-là. Souvent. Ben, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu n'apprends pas à travailler fort, tu n'apprends pas à développer une bonne éthique de travail, tu n'apprends pas à développer une bonne rigueur. Puis là, à un moment donné, ben, quand il arrive le moment où tout le monde te rejoint, tu n'as pas développé ça parce que ça a toujours été facile pour toi à ce moment-là. OK? Donc, ça, c'est un morceau. Fait que, oui, je pense que c'est important. L'affaire qu'il y a là-dedans, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Encore là, il faut revenir à soi. Tu ne changeras pas ta couleur de yeux, puis tu ne changeras pas ton type de fibre, puis tu ne changeras pas ta morphologie, puis ta longueur de fémur, puis etc. Okay? Tu pars avec ça. Là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis oui, je pense que les qualités mentales, c'est le vouloir, là, le grit, que j'appelais tantôt la résilience, c'est un gros morceau qui est tellement important, puis qui est tellement que je te dirais que c'est presque un attribut commun des gens qui se rendent très loin dans le sport. Okay? Fait que dans le fond, tu vas voir du monde arriver à ton centre qui vont tout donner, qui vont être bien, puis le moment donné, tu vas voir, ils vont disparaître. Okay? Ah, absolument. Fait que, c'est arrivé maintes et maintes reprises. Là. Des fois, ils se demandent pourquoi tu ne regardes pas plus ou tu n'es pas plus impressionné. Mais non, mais tu le sais, tu en as tellement vu que c'est pas ça. C'est pas la grosse progression sur 2 mois et demi qui va t'impressionner. Dans 2-3 ans, on va voir si tu es encore dans le gym pour commencer. Puis, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Fait que, fait que je pense que dans ton sport, on grind, les barres. Puis je pense que l'expression dans la personnalité, il faut qu'elle soit là aussi. Grinder, de sortir du divan, lever ses fesses, puis de se rendre au gym, c'est grinder aussi. Puis c'est toute cette dynamique-là. Puis ouais, c'est une qualité qui est très importante, qui va faire en sorte qu'il y en a qui vont se démarquer, en effet. Puis le talent ne fait pas foi de tout. C'est très, très bon. Ça englobe énormément ce que je voulais entendre là-dessus. Tu m'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, puis j'écoute, là, comme je te dis, j'ai fait cette interview-là parce que je savais que j'allais sortir de là avec plein d'idées, ça me fait allumer sur des affaires. Ah, je suis super content. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tant mieux si vous aimez ça. J'aimerais ça savoir. OK. Pour t'avoir côtoyé, comme je l'ai dit, tu étais un coach vraiment, tu es très humain, puis tu es très zen. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Et est-ce que ta façon de coacher a évolué depuis les 20 dernières années? Oui, ma façon de coacher, elle a évolué, c'est sûr. Je te dirais que il y a comme un. Tu sais, il y a une espèce de modèle d'apprentissage commun. Là, on en entend souvent parler quand les gens font de la formation continue puis ils se font mettre ça au visage que quand tu es dans ta courbe d'apprentissage, il y a le volet où tu sais pas que tu sais pas. Fait que dans le fond, tu fais tes affaires, puis tu n'es pas au courant que tu fais pas les bonnes affaires, puis il n'y a personne qui te le dit. Et à un moment donné, tu sais que tu sais pas. Fait que là, c'est ça qui te met la puce à l'oreille. Tu dis, hey, il faudrait bien que je sache ça si je veux m'améliorer. Puis à un moment donné, tu arrives dans le sais que tu sais. Fait que là, tu es dans une phase où tu sais que tu connais tes affaires. Fait que tu apprends un petit peu moins parce que tu sais que tu sais. Mais le point culminant, c'est je sais pas que je sais. Ça veut dire que ça devient tellement naturel que ça fait un petit peu partie de toi.
Fait que je te dirais que cette évolution-là, tu avances au gré de ta progression, tu as la perception de où ce que tu es, puis où ce que tu es réellement au niveau de tes connaissances, puis de comment tu es efficace que tu es comme coach. Puis plus que tu évolues, plus que les lignes se rejoignent, puis vers la fin de ta carrière, ben, tu arrives à un point où ça s'égalise un petit peu plus. Fait que là, je pense que je sais un petit peu plus. Je pense que je me retrouve un peu plus. Je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, puis je sais qu'il faut que je continue à gratter pour évoluer, mais je pense que je suis pas mal proche de qu'est-ce que je suis réellement. Fait que ça m'aide parce que C'est bon. ça me met en confiance, puis ça me met pas dans une position où je sens que j'ai besoin de me prouver quand je coach. Puis quand tu te sens que tu n'as pas besoin de te prouver, ben tu es capable, je pense, d'être plus à l'écoute, d'être plus réceptif, puis tu es capable de, de mettre en application un petit peu mieux tes connaissances. Euh, on le voit souvent hein, quand tu discutes avec des entraîneurs, puis ils vont sortir les plus grands mots ou les plus. Tu sens là, que, OK, il y a comme un deuxième niveau. Là. Ouais. Fait que, Non, fait c'est que pas, moi, je pense que. Ouais, c'est pas intéressant. Tu sais, quand quelqu'un ouais, essaie de te prouver qu'il en sait plus, en ouais, partant, ça part pas bien. Tu sais, tu te dis, ouais, exact. oh, OK, lui, là, Ouais. il a pas compris. Il le sait pas encore. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a toujours à apprendre, puis il y a toujours quelqu'un quelque part qui est meilleur que toi. Tu sais, à un moment donné, Ouais, tu ça, c'est fouilles, tu es clair. bien content, tu fais 35 pull-ups. Ah, je vais aller voir c'est quoi le record du monde. Là, tu réalises que c'est au-dessus de 1000. Fait comme OK. Je suis pas là Ouais, pantoute. OK. On va aller fumer une top dans le parking pour oublier ça. Exactement. Fait on oublie ça, là. Si vous pensez qu'un jour qu'on arrive à arriver au sommet, là, il y a toujours quelque chose à apprendre, ça finit pas. Fait que oui, je pense que dans les derniers 20 ans, j'ai évolué comme coach. Je pense que je vais continuer aussi à évoluer comme coach. Puis je pense que les affaires qui ont changé le plus, euh, collecter des données, savoir plus de quoi que je parle, cueillir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres, beaucoup, beaucoup de données au fil du temps, être capable de backer ce que je dis par de la science un petit peu, ça l'aide. Aussi, quand c'est le temps d'accéder au buy-in, si tu n'as pas vraiment d'exemple concret de qu'est-ce que ça peut donner, ce qu'on fait là, ou Ah, versus ouais. que tu as plein d'exemples concrets de ce que ça peut donner, ben c'est pas pareil. T'sais. Après ça, ben, avoir vécu des erreurs, ça te permet de te blinder un petit peu plus sur éviter de faire les erreurs du futur. Fait que c'est une constante évolution. Puis tu t'imagines un moment donné, tu sais, hey, ça doit être rendu pas mal proche de la fin. Non, non, c'est comme à l'infini. Ah, C'est à l'infini tout ça. tu sais, c'est comme tu dis, tu sais, plus tu avances dans ta carrière, tu sais, plus tu as eu de résultats avec des athlètes, tu as eu Ouais. des expériences Mm, que tu peux parler à mm, d'autres parce que c'est un éternel recommencement. Là. Souvent, tu sais, les gens, tu rencontres des gens ouais. en compétition, ils ne savent pas nécessairement t'es qui. Puis là, ils apprennent, oh, et là, ils te connaissent, hey, lui, il a coaché une telle, a fait ça, il est parti de là, il s'est rendu là en Ouais. tel nombre de temps. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr Mm, que c'est vendeur en maudit. Là. Tu as moins besoin de vendre ta salade, même tu n'as plus besoin de vendre ta salade en réalité parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Tu sais, on se parlait de ça ouais. un petit peu aujourd'hui. Tu sais, c'est ça. Moi, quelqu'un qui veut que je le coach Mm, en stade aujourd'hui, tu sais, mm, j'ai amené plusieurs personnes au niveau international. Si tu ne me connais pas, ça ne me dérange pas, mais va t'informer un petit peu, tu sais, va voir les réseaux sociaux, ouais. check c'est quoi qui s'est Ouais. fait. Tu vas en voir des success stories. Puis quand ils rentrent dans le gym, les gens, on a comme un Hall of Fame avec les photos de Ouais. tous les athlètes qui ont été au niveau international. Je trouve que c'est un bel hommage à rendre à ces athlètes-là. Puis les gens, ils font ah, OK, tout ce monde-là, on fait de la compétition internationale. On est à Jonquière quand même. Ouais. Ça ajoute beaucoup au sérieux. Ils font comme OK, c'est pas un club social. Non, absolument, là. C'est. Ça ajoute un âme, je pense, Ouais, autour de non. qu'est-ce que tu fais. Tu as le poids de tout ça, là. Ouais, exactement. C'est vraiment. Tu vois que c'est possible. Là. C'est pas juste un rêve. Mm. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de suppléments. Tu sais, moi, que je ne suis pas un gros believer aux suppléments, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus, sa supplémentation. Là, on parle de suppléments naturels. C'est quoi Mm. tes incontournables? Premièrement, tu crois-tu à ça? Qu'est-ce qui, pour toi, qui est vraiment important dans la supplémentation? Moi, écoute, j'ai eu plusieurs phases à ce niveau-là. J'en doute pas. J'en Aujourd'hui, doute le pas monde que tu as été n'était pas. sur un protocole de Ouais, polyquin à 10 ouais. grammes d'oméga 3 par jour. J'en doute même pas. Euh, les gens qui vont écouter ton entrevue, ils vont dire on sait bien, Yann, il est contre les suppléments, puis il y a bien du monde qui c'est ça qu'ils disent. Mais c'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question de. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'appliquer les meilleures pratiques, puis ça s'étend jusqu'aux suppléments. Puis moi, ça fait depuis 2006
que je prends aucun supplément alimentaire. Quand je te dis aucun, C'est c'est qu'il n'y a quoi? pas une pilule ou une poudre ou quoi que ce soit qui se vend sur une tablette, à part de la vraie bouffe d'épicerie qui est rentrée dans mon corps une fois. OK? Fait que, pas une fois. Ça, c'est depuis 2006. Puis, quand j'étais jeune, j'ai pris beaucoup de suppléments. J'avais 16 ans, on partait en auto avec mes chums, on allait à Plattsburgh, au GNC. Il y avait des produits Twin Labs, c'était la compagnie qu'on aimait bien gros. On achetait ça, on remplisait la valise, puis on revenait. Puis là, des fois, les douaniers disaient, qu'est-ce que vous faites avec ça? Puis, en tout cas, fait que j'étais un maniaque. J'ai ouvert un magasin de suppléments dans Rosemont, ça s'appelait Cyclone Nutrition. J'ai eu une ligne de distribution de suppléments aussi quand j'étais plus jeune. J'ai visité des usines de suppléments. T'as vécu le rêve. J'ai vécu la patente des suppléments en masse. Puis en 2006, j'étais un cycliste sur piste à ce moment-là. J'arrive au jeu du Commonwealth. On arrive d'avance parce qu'on avait une Coupe du Monde avant. Puis là, grosse équipe médicale avec nous autres, tout le kit. Le docteur vient dans notre chambre, puis les gars, tu sais, tout ça, on aimerait ça voir c'est quoi vous prenez comme supplément. Tu sais, la contamination croisée pour les tests antidoping, toutes ces affaires-là. Fait que là, moi, j'avais mon petit pot, mon petit pilulier de gars qui se supplémentent avec tous ces petits pots, puis toutes ces petites choses. J'étais commandité par Adrien Gagnon pour la glucosamine, puis je prenais différents trucs. Puis là, il commence à mettre des petites lignes jaunes, des petites coches jaunes sur toutes les affaires qui étaient soit américaines, donc pas achetées au Canada, des choses comme ça. Donc, on a un doute, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment ça a été conçu, c'est pas approuvé, ci, ça. Fait que bref, tout ce qui me restait que je pouvais prendre, c'était ma fameuse glucosamine. T'sais. Fait que là, j'ai dit, hey, rendu là, je suis tout bien de. Il me disait pas de ne pas le prendre. Il me disait, on ne te supportera pas, on ne pourra pas te baquer dans le cas où, par exemple, tu arrêtes de la contamination. Puis évidemment, c'est très, très testé, ces compétitions-là. Puis c'était déjà arrivé pour d'autres athlètes canadiens d'avoir vécu ces situations-là. Fait que du jour au lendemain, j'ai arrêté de prendre mes suppléments alimentaires. Fait que là, je me suis dit, ça. Oh, on a un petit bug. Caroline, ça allait bien. Oh là là. On va attendre un petit 30 secondes, ça sera pas long. Petit problème technique, pardon. On reprend ça.